Bienvenue à vous, et si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'Hebdo Show, avant de lancer le jingle, je vous propose d'abord d'accueillir monsieur Ahmed Ben Saada, auteur analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre aimable invitation. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors vous avez une actualité, on va la donner un peu plus tard, le temps de lancer le jingle. Alors mesdames et messieurs, vous l'avez suivi juste avant cette émission, Hebdo Show. C'est cet entretien exclusif que nous a accordé ce soir M. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines. Il est tout d'abord revenu sur le dossier du Sahara occidental. Regardez. Aujourd'hui, le contenu de la résolution 2997 adoptée par le Conseil de sécurité sur la question justement du Sahara occidental. 1. Le principe que le Maroc a tenté désespérément d'inscrire, celui de sa souveraineté sur le Sahara occidental, a été enlevé. Le texte a été expurgé des 2 références qui étaient faites à ce principe dans le dispositif du projet de résolution. Cette référence est restée dans le préambule. Elle est restée dans le préambule avec moins de force juridique, mais au plan du dispositif lui-même, du dispositif de la résolution, il n'y a absolument plus aucune référence, ni à l'État marocain, ni à la souveraineté de l'État marocain sur le Sahara occidental. Deuxièmement, le plan d'autonomie n'est plus le cadre exclusif de règlement de la question. La résolution a ouvert le champ à d'autres idées, à d'autres plans alternatifs. Ça, c'est très, très important. Le droit à l'autodétermination a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'exercer conformément à la légalité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. 4e point très, très important, la MINURSO, que le Maroc voulait soit démanteler, soit transformé radicalement quant à son mandat, a vu son mandat précisément prorogé d'1 année. Voilà un peu très très ramassé, très rapidement. Monsieur le ministre, est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous venez d'évoquer que l'Algérie n'a pas participé au vote? Alors on sait que 3 pays se sont abstenus, la Chine, la Russie et le Pakistan. L'Algérie n'a pas voté. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous venez d'évoquer que le choix a été fait? Je vais vous livrer un scoop, très honnêtement. L'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution. Je vous ai mentionné cette petite disposition relative à la souveraineté marocaine au préambule. Nous avons demandé, dans la nuit, la veille du vote, que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. C'est ça, techniquement, c'est ça ce qui a motivé le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote. Voilà, c'était donc M. Ahmed Attaf. Ahmed Ben Saada, un commentaire sur cette déclaration d'Ahmed Attaf à propos de l'Algérie qui n'a pas participé à ce vote de la résolution sur le Sahara occidental. Il dit bien que la demande de l'Algérie n'a pas été écoutée. Exactement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, cette résolution-là n'était pas dans le sens d'une résolution qui est juste pour le Sahara occidental. Rappelons-nous par exemple qu'en 1975, la Cour internationale de justice, qui est l'organe principal judiciaire des Nations Unies, avait stipulé qu'il n'y avait aucune relation entre le Maroc et le territoire du Sahara occidental. Donc comment on peut penser que maintenant on remet en cause des arrêtés judiciaires qui ont été prises par la Cour internationale de justice et revenir
en fait à des propositions, des désirata d'un pays qui veut justement s'accaparer le territoire du Sahara occidental. Donc il est clair que la position de l'Algérie dans ce cas-là ne pouvait pas. Elle pouvait pas être présente, elle pouvait pas voter pour, elle pouvait pas s'abstenir. C'est le fait de ne pas être présente et de ne pas voter, c'est de dire qu'elle n'était pas d'accord avec le texte lui-même qui a été voté par le Conseil de sécurité. Très bien. On rappelle également que, comme nous le disions lors de l'entretien, 3 pays se sont donc abstenus lors de ce vote. Faisal, la Russie, la Chine et le Pakistan. Des abstentions qui montrent là aussi que le texte est loin de faire consensus, Faisal. Absolument. La Russie et la Chine ont relevé le caractère déséquilibré de cette résolution du Conseil de sécurité. Maintenant, c'est vrai que la délégation américaine qui a fait la proposition de la résolution a fait plusieurs amendements du texte initial, parce que maintenant la MINURSO, qui est donc cette mission des Nations Unies pour le référendum d'autodétermination au Sahara occidental, son mandat est prolongé pour 1 année, alors qu'à l'origine on parlait de 3 mois ou de 6 mois, comme si cette mission devait être démantelée. Et notre ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, a dit que la délégation marocaine a fait en sorte qu'on démantèle cette mission, malgré les anciens engagements de Rabat par rapport à cette question d'autodétermination. Et l'Algérie aussi, l'Algérie, comme l'a expliqué M. Belsaada, n'a pas voté. C'est une manière de rejeter complètement le texte, effectivement, et la démarche du Conseil de sécurité qui connaît pourtant, qui est la résolution 15-14, qui a d'autres résolutions qui évoquent le droit du peuple sahraoui d'avoir un référendum d'autodétermination. C'est un droit qui est donc défendu même par la commission 4 de l'ONU, la commission de décolonisation, et l'Algérie a relevé que cette résolution en partie donne raison à la partie occupante, qui est donc le Maroc, d'où le refus de voter le texte. Mais finalement, ce texte, est-ce qu'il a fait avancer le dossier du Sahara occidental? Est-ce qu'il a fait avancer dans le sens du droit international? Le Conseil de sécurité est supposé défendre ce droit international et défendre le droit du peuple sahraoui, parce que c'est des résolutions déjà de l'ONU. Est-ce qu'il a fait réellement changer les choses? Mais non, on reste pratiquement au point de départ, même si on remarque que maintenant la partie américaine fait quand même j'allais dire un pas en arrière, parce que du rétropédalage. Le conseiller Boutros a fait un rétropédalage dans toute sa splendeur. C'est le cas de le dire. Je rappelle, Mahdi, que Boutros Messaad, qui est le conseiller du président Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Oui, le Moyen-Orient a souligné par rapport à cette question que la résolution, c'est lui qui le dit, fait clairement référence à l'autodétermination, et que cela a été accepté par le Maroc. C'est un pas important en avant. Ça veut dire qu'il fait une autre lecture carrément de cette résolution, parce que la partie marocaine, notamment les médias marocains, ont célébré cela comme une grande victoire de la diplomatie du Maroc, alors que ce n'est pas réellement le cas. 2 choses. L'Algérie a été et restera en toutes circonstances, et vous m'arrêtez si je me trompe, l'un des bastions pour la défense du droit international, de 1. Et il a très bien dit, le ministre des Affaires étrangères, comme quoi on sera toujours sous l'égide de l'ONU quand on prendra justement des initiatives, et du droit des peuples opprimés à travers le monde. Moi, il y a quelque chose où on a beaucoup de chance ce soir, c'est que nous avons avec nous Tarek Hafed, qui a fait un article qui est exceptionnel, que je mets ici, que j'espère que tout le monde va voir, qui est en écran derrière. Il est à l'écran derrière. Et qui est ici, d'accord? Le titre est très évocateur. Une résolution qui ne résout rien. Exactement. Voilà. Qui complique tout. Et qui complique tout. Moi, je préfère qu'il ne résout rien. Pourquoi elle ne résout rien? Parce que on est exactement avant la date du 31 octobre. Ça n'a pas changé d'un iota. Et à un moment, quand vous voyez qu'il y a trop d'effervescence et trop de cris de joie, il faut se dire que ça cache quelque chose. Mais ça cache quoi? Ça cache que la MINURSO a été prolongée d'1 an, alors qu'on nous avait dit comme quoi elle allait être enlevée. Ensuite, on nous a dit non, juste 3 mois. Et finalement, rien n'a changé. Tous les ans, c'est la même chose. La MINURSO est prolongée d'1 an. Cette année encore, elle a été prolongée d'1 an. Donc pour moi, tout cet esbrouf, tout ce vacarme résulte juste que c'est le néant et que rien n'a été résolu. Et c'est pour ça que je passe la main à Sitaler qui va nous expliquer, et je vous conseille vraiment, vraiment et sincèrement de lire le Soir d'Algérie d'aujourd'hui, où vous allez comprendre énormément de choses.
Merci Mali. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend le dossier du Sahara occidental, on le met dans un cadre de l'égalité internationale, etc. C'est bon, les Sahraouis ne peuvent pas perdre ce territoire, il est le leur. Dès qu'on le sort, on le met dans d'autres cadres où il y a beaucoup d'esbroufs, où il y a beaucoup de coups fourrés, etc., etc. C'est la situation dans laquelle on est en fait maintenant. C'est-à-dire on sort le dossier du cadre légal et c'est une catastrophe, ce qu'a dit M. Ben Saada tout à l'heure, en expliquant par rapport à la Cour de la Haye, donc l'arrêt de cette Cour, il est très clair. Quand on reprend plus récemment aussi les arrêts donc, des instances juridiques européennes, c'est très clair aussi, il n'y a absolument aucune relation entre le Maroc et le territoire du Sahara occidental. Maintenant, ce qui se passe, et ça il faut l'expliquer, tout ce que fait le Maroc maintenant, c'est surtout à consommation interne. C'est surtout pour les Marocains, pour expliquer que les choses vont bien, que l'on va, qu'on a gagné, etc. Sauf qu'une résolution de l'ONU, ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un acte pour dire que le Sahara occidental appartient au Maroc. Pas du tout. Et ça, c'est très très important de l'expliquer. Une résolution de l'ONU, c'est un cadre qui va permettre d'aboutir à une solution. Sauf qu'avec tout ce qui a été imposé dans cette résolution, donc on y met un peu de tout, l'autonomie, l'autodétermination, on a essayé d'imposer cette souveraineté, pseudo-souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qui a été retirée. Enfin, c'est très très ambigu. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? On va juste imposer encore plus le statu quo. Ce statu quo que les États-Unis ont souhaité casser, finalement, non, on va le maintenir et ça va être encore beaucoup plus compliqué. Une dernière chose, cette situation-là maintenant, c'est le résultat de quoi? Il y a eu le 13 novembre 2020, donc le Maroc qui a violé le cessez-le-feu à Gargarat. Le Sahara occidental, donc à travers le Front Polisario, à travers son armée, a réagi et donc a dit maintenant, voilà, les civils sahraouis sont attaqués sur le territoire du Sahara occidental libéré, donc nous allons réagir. Le second conflit du Sahara occidental a repris. Pratiquement un peu plus d'un mois plus tard, donc le deal a commencé à apparaître. Je reconnais la souveraineté du Maroc, je parle de Trump, à travers un tweet, du Sahara occidental, et en contrepartie, vous normalisez avec l'État sioniste. Ça s'est poursuivi pendant 5 ans, d'accord? Le Maroc a été un très très bon élève, il a dépassé tous les autres pays arabes qui ont normalisé. Donc, en contrepartie, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait justement cette résolution pour être récompensé. Il a été récompensé, moi je vais dire, il a été récompensé, plutôt mal récompensé. Parce que cette résolution ne résout rien. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut attendre, je pense, c'est ça qui est important maintenant. Quelles vont être les prochaines concessions du Maroc envers l'État sioniste, envers les États-Unis, envers la France, pour pouvoir justement soit sortir de ce statu quo comme il le souhaite lui, soit essayer d'imposer peut-être une résolution dans une année qui sera un peu plus contraignante pour les Sahraouis sur le plan politique, c'est-à-dire, sauf que les Sahraouis ont dit nous on ne joue pas à ce jeu, donc on ne participe pas. Donc pendant cette année, on va voir ce que vont faire les Marocains en termes de concessions. Et donc ça va être très très intéressant de le faire. Il ne faut pas oublier aussi une dernière chose, c'est que le conflit armé, il est là, il existe. On n'a pas beaucoup d'informations, il faut suivre ce que les déclarations de l'armée sahraoui. Il y a quelques jours, il y a eu des bombardements dans la région de Smara. J'ai eu des informations qui disent qu'il y a beaucoup de militaires donc blessés, certains très graves, dans des situations très graves à l'hôpital de Smara. Donc même le conflit sur le plan militaire aussi, il est très intéressant et important. Mais selon vous, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en tant que spécialiste du Sahara occidental? Qu'est-ce qui peut arriver? Rien. J'allais dire rien, c'est-à-dire les Sahraouis ont dit nous ce cadre que vous nous avez imposé ne nous intéresse pas.
Donc ça va rester, ça sera le statu quo. Je pense que ça va être le statu quo. C'est la solution par rapport au droit international, c'est l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sauf qu'on sait que depuis 1991, la MINURSO n'a toujours pas ni organisé de référendum, ni défendu le peuple sahraoui par rapport au pillage de ses richesses, ni quoi que ce soit. Absolument, parce que la partie marocaine a toujours empêché le référendum tel que préconisé par la résolution onusienne. Maintenant, ce qui est appelé le plan d'autonomie marocain de 2007, c'est pas de Mistura, qui est l'envoyé spécial donc de l'ONU au Sahara occidental, lui-même dit que ce plan est entouré de flou. Oui. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il a demandé une copie. C'est quoi? Qu'est-ce que vous prévoyez? La partie marocaine, Rabat évoque une région autonome du Sahara avec un gouvernement qui aura l'autonomie, etc. Mais c'est quoi exactement? Beaucoup d'experts, sûrement vous êtes au courant, évoquent, notamment pour les pays qui ont soutenu cette résolution, dont la France, parce que l'ambassadeur de France à l'ONU a salué un succès collectif, une approche nouvelle par rapport à cette question, alors que vous avez bien développé tout à l'heure, il n'y a pas de solution. Ils sont intéressés par les richesses du Sahara occidental. Parce que c'est ça l'enjeu du Maroc. Autant les puissances qui soutiennent, c'est les eaux poissonneuses, c'est le phosphate, c'est le sable lui-même. Donc il y a beaucoup de richesses. Derrière les résolutions et derrière le discours diplomatique qui paraît favorable à une partie du conflit, il y a aussi beaucoup d'intérêts stratégiques. Non, je pense qu'il y a un élément qu'il faut rappeler. Il est important pour donner des clés de compréhension notamment à l'opinion publique où qui se trouve, y compris aux Marocains, qui d'ailleurs pense qu'il y a une victoire, mais une victoire chimérique, une victoire inventée de toutes pièces. Puisque nous avons vu aussitôt le discours du roi. Ils ont fanfaronné. Hein. Mais encore une fois, biaisé, sur une vérité biaisée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est une résolution cacophonique d'abord, parce que ça a créé de la dichotomie, ça a créé du paradoxe. Et donc ça a complexifié justement la résolution elle-même. Et puis surtout aussi, c'est un vote... je dirais politique et non pas juridique, puisqu'elle n'est pas contraignante, elle n'est pas coercitive, corrigez-moi si je me trompe, et qui aujourd'hui va plus jeter de l'ambiguïté justement à la question qu'autre chose. Et puis, n'oublions pas une chose très importante, ce n'est pas un différend territorial, c'est une question de résolution d'une question de décolonisation. Oui. La dernière colonie de l'Afrique. Oui. Donc c'est pas à travers des déclarations ou de la diplomatie un peu déclarative. Je rappelle, je reviens en 2020, où on a déclaré la marocanité du Sahara occidental. Est-ce que cela a fait avancer le dialogue ou la résolution, justement? Non, aucune. Et puis, je reviens, et c'est peut-être là où réside je dirais le leitmotiv, c'est que, vous savez, quand je parle de l'Algérie, moi je suis fier de dire aujourd'hui qu'on a cette équation, non pas en tant que partie prenante comme souhaite le dire le régime du Merzen ou comme belligérant, mais plutôt comme protecteur et garant notamment des droits des peuples opprimés. L'Algérie a goûté aux affres de la colonie pour pouvoir aujourd'hui se dresser vent debout contre justement les injustices, contre les exactions, contre l'oppression contre des peuples démunis et civils notamment, comme le peuple sahraoui, qui est une cause juste et noble. Donc j'ai envie de vous dire, entre le Maroc et l'Algérie, on ne joue pas avec les mêmes outils, on ne joue pas avec les mêmes leviers. La diplomatie algérienne, c'est la diplomatie de la constance, de la cohérence, et non pas la diplomatie de la girouette. La diplomatie algérienne, c'est la diplomatie justement des valeurs et des principes, et non pas la diplomatie des trocs, comme le fait aujourd'hui le régime du Merzen. Parce qu'il y a un prix à tout cela, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est qu'on troque au-delà de la normalisation. Moi, j'irai plus loin. Elle a fait de l'excès de zèle, notamment avec cette normalisation. Rappelez-vous que le Maroc a été une base arrière, militaire, logistique de l'entité sioniste dans cette guerre contre Gaza. Donc vous voyez bien qu'effectivement, aujourd'hui, il se targue d'avoir un retour d'ascension, un retour de service, mais c'est un cadeau empoisonné, parce qu'on parle encore une fois de décolonisation. On ne parle pas de différend territorial. Et l'Algérie, je suis fier de le dire aujourd'hui, effectivement, qui a continué justement, qui a œuvré à l'amendement, et d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a effectivement abordé cette question où il y a un amendement qui a été apporté effectivement sur la prolongation de la MINURSO, où là je parle de paradoxe. Comment pouvez-vous parler d'une solution unilatérale si vous prolongez de 12 mois une mission qui, elle, relève justement de l'ONU, mais qui a comme pour mission principale de quoi? De garantir le référendum, de garantir la voix du peuple sahraoui, donc de la solution du peuple sahraoui, donc du Polisario. Vous voyez bien qu'effectivement, moi, ce que j'ai qualifié de résolution de haute couture, de la diplomatie de la haute couture, c'est-à-dire une résolution qui a été créée sur mesure pour essayer de donner un semblant de satisfaction
par rapport à un pays qui s'est compromis, qui aujourd'hui a hypothéqué sa souveraineté. Ahmed Ben Saada, 34 ans sans référendum pour la Minurso. 34 ans sans référendum. Oui. La Minurso, finalement, exactement. Elle n'a rien fait depuis 1991. Finalement, à quoi elle sert, cette Minurso? Moi, je dirais que, en fait, l'ONU se décrédibilise de plus en plus. Nous l'avons vu avec le cas de ce qui s'est passé du génocide à Gaza. Nous le voyons aussi dans un territoire aussi colonisé comme celui de la Palestine. Donc, elle se décrédibilise parce qu'elle aurait pu faire un référendum quand c'était temps. On est resté très longtemps et puis les populations, vieillissent, meurent, etc. Donc ça devient de plus en plus difficile. Mais je vous rappelle que le Maroc a joué là-dessus. Il a joué justement sur le pourrissement de cette situation. Je vous rappelle aussi historiquement que le Maroc a tout essayé. Il a au départ divisé le territoire en deux. Il a dit aux Mauritaniens d'en prendre la moitié et de prendre l'autre moitié. Et si on était vraiment convaincu du fait que ce territoire nous appartient, est-ce qu'on le partage ? On ne le partagerait pas. Et après cela, il a donc repris tout le territoire à lui-même parce que la Mauritanie s'est désistée de cette histoire, s'est sortie de cette histoire, parce qu'elle trouvait justement que sa position était difficile à maintenir. Et nous avons vu toutes les tractations qui se sont passées après et cette fameuse proposition marocaine qui fait fi je le répète encore une fois, qui fait fi des résolutions de la Cour internationale de justice qui est un organe de l'ONU aussi. Donc vous voyez que en fait je trouve actuellement que l'ONU ne joue pas son rôle et vous avez vu même un des représentants de l'État sioniste qui avait déchiré la charte de l'ONU. C'est-à-dire que finalement l'ONU est un jouet, comme disait le général de Gaulle, c'est le machin. C'est un espèce de machin. Et on le voit actuellement que c'est la force qui régit le monde et non pas le droit international. Et j'abonderai dans le même sens que M. Khalifa, c'est que moi, personnellement, je suis vraiment fier de mon pays parce que nous n'avons pas changé. Nous sommes droit, debout, contre vent et marée. L'Algérie, il faut qu'on le comprenne, n'a pas de vision sur le territoire. Nous avons plus de 2 millions de kilomètres carrés. Nous n'avons pas besoin de territoire. Mais nous voulons qu'un voisin, qu'un peuple qui a souffert pendant si longtemps accède à son indépendance et selon justement le droit international. Si par exemple on va dire, si la Cour internationale de justice avait dit ce territoire appartient à un truc, eh ben on serait d'accord, il n'y a pas de problème, vous comprenez. Donc il y a dans la position algérienne une force morale qui devrait être un exemple pour tous les pays du monde qu'on ne voit pas actuellement. Je pense que l'Algérie est probablement un des rares pays dans le monde qui continue. Et là, je le répète parce que nous sommes le lendemain du 1er novembre, que notre pays, justement, conserve la mémoire de nos martyrs, conserve la mémoire des gens qui ont versé leur sang pour ce territoire. Et nous savons ce que c'est que la colonisation, nous l'avons vécu dans notre chair et la chair de nos parents, de nos grands-parents pendant 132 ans. Et nous savons c'est quoi une colonisation et c'est quoi ne pas avoir des droits sur notre territoire, ne pas avoir des droits sur notre futur et notre existence. Alors, M. Ahmed Ben Saada, l'Algérie qui réaffirme son attachement justement au droit international, comme vous venez de le dire, Ahmed Attaf est justement revenu sur les 17 territoires non autonomes qui existent. Et il a justement évoqué le traitement à géométrie variable entre le Sahara occidental et ces autres territoires non autonomes. Je vous propose de le regarder, on en reparle. Écoutez, on les appelle les territoires non autonomes. Il en existe 17 à l'ordre du jour des Nations Unies. Tous ces 17 territoires sont éligibles sans contestation aucune à l'exercice du droit à l'autodétermination. La Nouvelle-Calédonie, les territoires sous domination britannique, les territoires sous domination de la Nouvelle-Zélande, tous ces pays, tous ces territoires appelés territoires non autonomes sont éligibles au regard des Nations Unies, éligibles au droit à l'autodétermination. Pourquoi devrait-il y avoir un exceptionnalisme sahraoui ?
Alors qu'il s'agit d'un pilier de la Charte des Nations Unies. Le droit à l'autodétermination est un pilier de la Charte des Nations Unies, et c'est un pilier de la diplomatie algérienne pour une raison très affective, très émotionnelle. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens ne le savent certainement pas. C'est la question algérienne aux Nations Unies qui a été à l'origine de la résolution 1514, qui organise tout le dispositif d'exercice du droit à l'autodétermination. Voilà donc M. Ahmed Attaf qui revient sur ces 17 territoires non autonomes, Faisal. Absolument, 17 territoires non autonomes, mais pour juste rappeler historiquement qu'ils sont qualifiés non autonomes au terme du chapitre 11 de la Charte des Nations Unies, qui évoque les territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes. Il y a une résolution qui est sortie le 14 décembre 1946 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a dressé d'abord une première liste de 72 territoires. Depuis, il y a eu beaucoup d'indépendance, notamment en Afrique. Et il y a actuellement le comité qu'on a évoqué tout à l'heure, le comité de décolonisation, le C24. C'est le comité chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration de l'octroi d'indépendance. Les 17 territoires sont globalement administrés par le Royaume-Uni. Par exemple, les îles Gibraltar, les îles turques, de Caïque, le Sainte-Hélène, administrés par la France, comme la Nouvelle-Calédonie évoquée par M. Attaf, administrés par les États-Unis, comme les Samoa et les îles Guam, et administrés par la Nouvelle-Zélande, comme les Tokelau, et d'autres territoires qui sont donc classés. Et effectivement, comme disait M. Attaf, selon l'ONU, ces territoires, les populations de ces territoires, ils ont le droit à l'autodétermination, et personne n'a contesté cela, malgré qu'ils sont administrés par des pays membres du Conseil de sécurité. C'est effectivement une excellente remarque faite par notre ministre des Affaires étrangères. Non, effectivement, c'est ce qui reflète un peu cette géométrie, ce double discours, j'ai envie de vous dire, puisque moi j'irai plus loin. Le Maroc, qui s'y tient beaucoup à ce Sahara occidental, pourquoi il ne devrait pas récupérer ce Btaim Lilia ? Pourquoi il ne devrait pas aller justement dans une confrontation avec l'Espagne? Vous voyez bien qu'effectivement, c'est toujours, on s'attaque aux plus faibles. Les îles Persiles, oui, aussi. Par exemple, on s'attaque aux plus faibles, effectivement, pour essayer d'avoir gain de cause et se créer une victoire, encore une fois, populiste et non pas populaire. C'est pour, comme vous l'avez dit, une consommation interne. Nous savons que le Maroc traverse une période très difficile. Le peuple marocain subit les affres, justement, de cette cacophonie. Et ils essayent, tant bien que mal, effectivement, de créer des victoires. Donc oui, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, fait bien de rappeler cet élément, qui est un élément fondamental, qui prouve qu'aujourd'hui, sur l'agenda politique du Conseil de sécurité, on devrait s'attarder davantage sur des vraies questions, notamment cruciales, qui sont celles de, justement, le recouvrement de la liberté des peuples, notamment du peuple sahraoui, qu'autre chose. Il nous reste 1 minute 45 avant la pub. Un chiffre qui est très important. On parle de résolution historique de l'Organisation des Nations Unies. Entre 1948 et mars 2024, il y a plus d'1 an et demi. Entre 1948 et mars 2024. Source Wikipédia, tout le monde peut aller dessus. Le Conseil de sécurité a adopté 229 résolutions sur la colonisation israélienne, le statut de Jérusalem et sur le retour des réfugiés palestiniens qui sont demeurés sans effet. Les résolutions de sécurité du Conseil de sécurité ne sont en aucunement respectées par Israël. Une quarantaine de résolutions n'ont pas pu être adoptées en plus des 229, dues à des vétos, en l'occurrence par les États-Unis. L'ONU a engagé donc sur les terrains des forces d'interposition qui témoignent du souci de sa mission. En revanche, ses résultats en matière politique et diplomatique sont jugés très faibles, car les résolutions n'ont aucune valeur juridique. Comme l'a si bien dit Tariq Hafez, ce n'est pas un acte notarié. C'est une résolution qui donne en quelque sorte les orientations, mais ce n'est en rien légal. Ce n'est pas de la légalité, ce n'est pas un acte notarié qu'on donne au gouvernement marocain pour posséder une terre d'un peuple opprimé. Nourette. Oui, Tariq. Juste l'impact de cette résolution sur l'opinion publique algérienne, c'est incroyable. J'ai reçu des coups de fil pendant ces 2 derniers jours, disant c'est la fin, c'est non. Donc j'ai quand même pris le temps de l'expliquer, mais je pense qu'il y a autre chose. Il faut comprendre que le peuple sahraoui, tout comme le peuple algérien, on parlait tout à l'heure de ces années de lutte, donc
cette transmission générationnelle, elle existe aussi chez les Sahraouis et c'est quelque chose pour eux qui est... ils sont en train de lutter. C'est-à-dire, on peut parfois être en situation d'échec et puis parfois avancer, gagner, etc. C'est-à-dire, c'est ça la lutte, c'est ça l'objet d'une lutte. Sauf que maintenant, on est dans une situation à travers le monde, et peut-être même beaucoup ici en Algérie aussi, dans la notion d'immédiateté. C'est-à-dire que les gens veulent militer et au bout de quelques semaines, c'est-à-dire remporter des victoires. Non, une cause, c'est sur des décennies, et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant avec la question du Sahara occidental. Il faut continuer à avancer, et la solution, elle finira par aboutir. Et je dois dire aussi autre chose, je remercie Dieu qu'il n'y ait pas eu les réseaux sociaux. Moi, je le remercie tous les jours. Du temps de la guerre de libération, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Sinon, peut-être que ça aurait été catastrophique. Les gens sont impactés par des déclarations, par des images, et c'est effroyable. Il y a beaucoup de fake news, hein, même si Oui. si vous me permettez, en 2 minutes. Laissez juste M. Ben Saada s'exprimer avant la pub. Je viens de donner une conférence sur les biais cognitifs et les sur la guerre cognitive, et il me tend la perche parce que justement, en fait, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est qu'on n'arrive pas, nous, à avoir notre narratif. Il faut avoir notre narratif et l'imposer. Mais le problème, c'est qu'on a des algorithmes qui placent certains narratifs là où on paye, là où on donne des pots de vin, là où vous comprenez. Le Maroc est un grand spécialiste des pots de vin et de la corruption. On l'a vu avec Pegasus, on l'a vu avec le Maroc Gate au Parlement européen. Donc, mais ce qu'il faut faire, en fait, il faut travailler sur nos narratifs et essayer de faire, en fait, traverser notre opinion et la diffuser dans notre peuple et essayer de montrer en fait, la véracité des choses. Parce que les fake news, d'après la loi de Brandolini, vous mentez, vous dites quelque chose qui est faux. Vous savez que l'énergie que vous allez dépenser pour la démentir est beaucoup plus grande que celle que vous avez dépensée pour la dire. Et donc il faut jouer là-dessus. Il faut aussi que nous ayons notre propre narratif. Oui, absolument. Alors, missionniste M. Ahmed Ben Saada, rapidement Faisal, parce que c'est la réserve 150 millions de dollars pour le contenu sur les réseaux. Elle donne 7 000 $ pour un seul statut dépendant l'armée. Et elle a dépensé 4 millions de dollars, écoutez bien, pour que les programmateurs de ChatGPT donnent un biais positif quand vous tapez ChatGPT, pour que le narratif soit positif pour Israël. Et elle a dépensé 42 millions de dollars dans de la publicité de YouTube pour des narratifs pro-sionistes. Vous comprenez, c'est pas... et donc, vous voyez, donc... Il y a beaucoup d'argent aussi. Non, mais quand on parle de réseaux sociaux, il faut comprendre cette réalité aussi. Très bien, merci Monsieur Ben Saada. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.